Bonjour et bienvenue à notre 15e collaboration. Cybercitoyen et Polysécure, mon nom est Catherine, je suis votre animatrice pour aujourd'hui et je suis accompagnée de Sam Harper et Nicolas Loïc. Bonjour les garçons. Salut! Je me sens toujours comme un professeur d'école secondaire quand je vous salue. J'adore ça. Honnêtement, c'est un peu le film des fois de notre balado, je trouve, mais le petit mood un peu chaotique. Aujourd'hui, on a une émission tout spéciale donc qui est enregistrée en live sur Twitch. Bref, si on se met à rire ou à adresser des questions dans le chat, sachez que c'est parce que on fait ça devant une audience pour la première fois. Et aujourd'hui, on vous promet des petits sujets intéressants. Le premier que je voulais vous partager, c'est un mystère, en fait, que j'ai vu passer là, sur les différents réseaux sociaux. Puis, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens qui sont sur Tinder ont remarqué un drôle de pattern dans les photos. Où est-ce que, tu sais, t'as les premières photos de ton profil qui sont des beaux, jolis garçons, par exemple. Et t'arrives à la dernière photo, puis c'est une photo random avec un visage qui a l'air un peu intégré par IA weird dans un montage bizarre. Là. Une statue qui a un visage humain, un poster tout d'un coup là, qui a comme... C'est vraiment bizarre, OK? Et là, ce qui se passe, c'est que, dans le fond, les gens se sont mis à demander qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi c'est ça. Puis ce qui se passe, c'est que ces profils-là, généralement, sont des fraudeurs. Donc, des fraudeurs, des scams amoureuses, etc. Donc, des gens qui font du catfishing, right? Pourtant, ces profils-là sont PhotoCheck ID par Tinder. C'est là que la théorie arrive. Oh my God! La fait, c'est que le ID check se fait à partir d'une photo. Et il faut conserver cette photo-là. Si tu enlèves la photo ID check puis que tu uploads d'autres photos, ben il faut refaire le ID check. Donc, ce que les fraudeurs font, c'est qu'ils mettent leur visage en montage weird sur un genre de faux panneau publicitaire où ils vont intégrer leur visage d'une façon complètement absurde dans une image qui a l'air complètement random, se servir de leur visage pour faire le ID check, puis juste garder cette photo-là comme dernière photo random. Puis je ferais ça fabuleux comme façon de contourner essentiellement les ID checks. Alors ici, c'est juste une théorie en ce moment, mais ce que les gens se rendaient compte, c'est qu'il y avait plusieurs profils qui revenaient avec les mêmes visages, essentiellement. Puis plein d'anomalies un peu bizarres comme ça. Puis qu'essentiellement, c'est toujours cette photo-là qui sert à faire le ID check, essentiellement quand tu fouilles un peu. Puis tu sais, dans le fond, les fraudeurs espèrent simplement que les gens soient complètement éblouis par le beau, joli garçon généré par l'IA des 5 premières photos puis qui ignorent la dernière random. Peut-être qu'ils se sont pas rendus jusque-là au final avant de swiper oui. Puis comme le profil est marqué comme étant check, ben il y a comme un facteur de trust qui apparaît. Fait que qu'est-ce que ça pose la question de ces check ID-là? Tu sais, c'est ce truc qu'on parle beaucoup là en tech de est-ce que ces avertissements-là, les checks d'identité, les blue checks de ce monde là, sur Twitter et autres, les avertissements de véracité, est-ce que c'est quelque chose qui nous protège pour de vrai en tant que cybercitoyen, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose qui sert vraiment? Puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, la plupart du temps, ben les fraudeurs trouvent juste des façons de contourner ces systèmes-là. Puis ça fait juste que les gens ont une plus grande confiance puis perdent peut-être le réflexe de vérifier eux-mêmes parce qu'ils se fient à cet avertissement. Mais on est dans un contexte où les vrais checks ont apparu vraiment sur Twitter, avant que ce soit racheté, avant que ce soit fait, où il y avait effectivement une vérification réelle et authentique du fait que les gens qui étaient en arrière des comptes en question étaient réels et c'était la vraie personne. C'est souvent donné à des comptes de personnalités publiques, justement pour donner justement cet aspect de confiance-là qui était, je pense, important qu'on ait dans cet univers numérique-là. Il est arrivé Elon Musk, il est arrivé X, et on a transféré d'un système qui était fait pour baser la confiance des gens sur assurer la réputation à on veut faire le maximum d'argent, donc n'importe qui veut payer maintenant est authentifié. On a la même chose, donc ça l'a comme vicié le système, et eux ont vicié le système pour tout le monde, j'ai l'impression. Comme Trump, malheureusement, est en train de faire la même chose en termes de relations internationales, avec le déclenchement de la guerre en Iran. Il y avait avant, on avait une forme d'espèce de stabilité de gentleman agreement où il y a des choses qu'on ne faisait pas parce que c'était pas bien, et ainsi de suite. Et cette barrière-là a été traversée par un acteur, donc dans ce cas-ci, c'est Trump, comme dans les médias sociaux, c'est X, Elon Musk qui l'a traversé. Une fois qu'on a traversé ça,
les autres ne sont plus liés avec l'espèce de contrat tacite qu'on a de c'est une marque, le crochet bleu ou le tag bleu est authentique. Donc, dès lors, tout le monde va assurer cet élément-là et on vicie, en tout cas, Musk a vicié pour moi le peu de confiance que maintenant on peut avoir avec quoi que ce soit. Tout le monde est prêt pour de l'argent. Puis, Meta, c'est la même chose. Si on veut faire avoir une business authentifiée sur Meta, c'est $20 par mois. Donc, on est toujours dans un contexte, c'est pas la bonne stratégie. Et les attaquants, les gens, les fraudeurs sont brillants. Ils voient dans le système, eux autres, ils sont intéressés à l'argent. Et on a construit un système qui met de la confiance. On met de l'argent, puis ça fait qu'on achète la confiance. Pif, on va frauder les gens de façon industrielle. Ils ont compris comment le système est brisé. Puis si on prend les commentaires qui avaient été mentionnés ou dans le pre-show, effectivement, tout est improvisé et ça aussi est une autre marque d'improvisation assez importante sur où on s'en va. Tu sais, le check, tu l'as dit le mot, là, c'est confiance. Fait que tu as confiance en la personne qui attribue, tu sais, qui vérifie. Puis que, moi, je l'avais eu, le blue check, comme vraiment pas longtemps avant que ça meure. Donc, je l'ai pas eu très longtemps. Mais tu sais, il avait fallu que j'envoie les articles que j'avais écrits, que j'envoie des pièces d'identité pour prouver que c'était moi. Ça, fait que, il y avait quand même une vérification. Puis l'idée, c'était juste d'empêcher que quelqu'un d'autre fasse semblant qui est toi. Fait que ça, c'était quand même utile. D'ailleurs, il y a quelque chose de hilarant. J'oublierai jamais quand ça s'est mis comme à changer. Puis la première journée, je pense que la règle a changé, puis que tu payais 5 pièces, puis tu vas avoir ton crochet bleu. Il y a quelqu'un qui avait fait un compte, puis il avait juste écrit Eli Lilly, qui est une compagnie pharmaceutique. Puis là, le @ c'était autre chose, là, mais puis là, il dit, à partir d'aujourd'hui, l'insuline est gratuite. Puis tu sais, ça avait tellement fait de bruit, puis tellement été retweeté, puis circulé que la vraie compagnie Eli Lilly avait dû sortir en disant non, on va continuer à charger les yeux de la tête pour les médicaments que vous avez besoin pour ne pas mourir. Fait que tu sais, c'était quand même magique comme moment. Donc, il n'y a pas juste des fraudeurs qui peuvent contourner ça. Mais il y a des trolls qui font ça pour le bien, là. C'est chaotic good, là. Définitivement. Ouais, mais les pranksters, ils vont toujours saisir l'opportunité de foutre le bordel un peu. Il y a une petite, heureusement, juste une petite catégorie de la population qui prend plaisir à foutre le bordel que pour le plaisir de voir le bordel devant ses yeux et de voir à quel point tout le feu va prendre juste parce qu'on a lancé une allumette sur le bord de la rue. Il va arriver une situation spectaculaire. Il y a un certain nombre de... Mais oui, il y a des gens certaines formes d'anarchisme qui vont se plaire à voir tous ces systèmes-là s'effondrer devant leurs yeux. J'adore. Donc, mon deuxième sujet, j'ai hâte de voir vos critiques de l'IA. Lovable. Lovable, c'est une entreprise, une application qui promet de rendre accessible à tout le monde le rêve de créer leur propre application pour devenir un tech pro. Ouais. Pas besoin d'avoir de skills de coding. C'est un WYSIWYG, fait qu'essentiellement tu vibe code, peu importe ce que tu veux. Et bien entendu, si tout le monde peut juste essayer de coder un website à partir de prompts, vous vous doutez qu'on se rend compte finalement qu'il y a plein de sites web qui sont exposés, que les bases de données qui ont été collectées par ces applications-là sont complètement exposées, publiques et open. Et ça l'a mené un peu au grand titre de « Oh my God, Lovable a subi une brèche de données ». Et là, Lovable d'intervenir puis de dire « Non. On n'a pas subi une brèche de données. Dans les faits, le problème, c'est nos utilisateurs qui ont validé des applications, qui n'ont pas bien lu la documentation et qui n'ont pas compris ce que le terme public voulait dire. Parce que ce qui se passe, c'est que quand tu avais la licence gratuite, ton projet, il était public. Et donc, toute personne normale comprenait que je peux pas cacher mon website pendant que je suis en train de le créer. Le website il est genre accessible pour n'importe qui le trouve. Mais en fait, ce que l'avocat voulait dire, c'est que tout était public. Tout. Y compris quand tu essayais d'aller chercher peut-être des revenus en faisant des sign-up pour éventuellement aller chercher la version payante.
les gens qui sign up à ton website, à ton app, à ton Lovable thing. Bien entendu. Puis, ce qui est le fun, c'est que de la façon que c'est écrit, c'est que c'est clairement comme un IA qui ils ont clairement fait comme ChatGPT. Aide-moi à écrire un statement. Avec les dash, le M dash. Je vais vous lire en anglais. Specifically, our documentation of what public implies was unclear, and that's a failure on us. Ce genre de tournure de phrase, c'est tellement ChatGPT. Il y a un ton. Si jamais vous lisez beaucoup de trucs d'IA, le petit ton, il est là. That's a failure on us. Le genre de faux positif, où est-ce que tu dis que tu as commis la pire atrocité psychique, mais c'est pas de ta faute. En fait, c'est de la faute de tes utilisateurs. Ouais. Finalement, de toute évidence, les gens n'ont pas vraiment bien réagi à ce premier communiqué de presse. Et là, depuis, ils ont dit qu'effectivement, ils n'avaient pas bien adressé leur erreur et sont revenus sur le fait que, OK, peut-être que public, ça devrait pas dire que les bases de données clients des sites web sont publiques. Et l'erreur aurait maintenant été corrigée selon l'entreprise. Mais moi, ça me ramène un peu au principe de justement, si on parle en sécurité, là, en cyber, on est en sécurité by design, nos développeurs, ils suivent des cours OWASP en profondeur pour comme coder là, dès le début de façon sécuritaire. Toute la notion de comme tester tes trucs avant de le lancer publiquement. Puis là, on arrive avec ce concept-là de vibe code des trucs. C'est pas la première fois qu'on jase d'applications qui ont ce genre de failure-là. On se rappelle, on avait parlé de l'application T qui collectait énormément là, de témoignages sensibles par rapport au dating sim pour les femmes, etc. Puis, finalement, boum, insécurité majeure. Puis c'est pas pour dire que les grandes entreprises n'ont pas ce genre de truc-là non plus, mais j'ai l'impression qu'il y a comme un risque qu'on discute pas en tant que société en ce moment sur le fait que coder, il y a comme un art à la chose, il y a des principes de sécurité, puis ben, c'est pas par défaut pour les applications de vibe coding de penser sécurité. Ils font des petits blocs, puis l'intelligence artificielle n'est pas vraiment intelligente, elle fait juste générer tes trucs, puis elle pense pas à dire « Oh, by the way, as-tu pensé à la sécurité de tes utilisateurs dans la fonctionnalité de ton site web? » Fait que c'est un peu inquiétant pour moi parce que il n'y a pas grand façon de savoir si le site web sur lequel on se connecte, la nouvelle idée super innovante a été vibe codée ou pas. C'est pas nécessairement quelque chose qui est transparent, à moins que les gens soient sur l'option gratuite. Donc, on n'a pas de garantie non plus que c'est sécuritaire. Ouais, mais ça, on revient au fait que toutes les applications, par défaut, viennent dans un mode ouvert. Windows, tout est ouvert en partant. On est dans un univers qui nous a, depuis les 40 dernières années, habitués à toutes les options sont ouvertes et tu fermes ce que tu veux pas. Quand on a une approche sécurité, on te donne un produit, tout est fermé et tu ouvres ce que tu as besoin. Donc, le vibe coding vient répéter les 40 dernières années de problèmes qu'on a eus où on met pas de barrière, il n'y en a pas de besoin, on n'a pas d'éléments comme ça. On a déjà toute cette phase-là d'apprentissage qu'on a eu à faire dans les 10, 20 dernières années qui ont changé littéralement la façon de coder essentiellement, qui a été porté par Microsoft principalement là, avec le Trusted Something, qui ont fait fin des années 90, début 2000, dans lequel ils ont vraiment investi beaucoup dans le changement des pratiques et ont changé l'univers comme ça. Et ça nous rappelle aussi que c'est pas parce que tu es capable de prompter quelque chose que tu comprends ce que tu fais avec. T'sais, c'est comme, ça fait plusieurs fois que je le mentionne, je ne poserai pas de questions de santé à ChatGPT. J'ai aucune idée de ce qui va me sortir de là. Et je pense que les dernières statistiques disaient qu'à 80%, ce qu'il dit, c'est de la boîte. Donc, il y a un danger réel entre c'est du prédictif, il va faire quelque chose au hasard, et de consulter quelqu'un qui a passé, puis le Sam s'en en est un, 20 ans de sa vie et étudier fortement quelque chose, puis le maîtriser pour de vrai et comprendre toutes les subtilités qui vont là-dedans. Ça m'est comme un peu hors de pratique. Mais là, t'es plus là, c'est ça, t'es défroqué, t'es moins crédible. Je te demanderai pas les conseils de santé, disons, mettons, parce que t'es plus là. Et il y a quand même un a priori que les médecins, notamment, ou peu importe la profession, et là, on arrive dans du codage, et c'est sur le même principe que, et puis, pour ceux qui
fond de la photo de façon professionnelle ont le même commentaire. C'est tout le monde qui a un appareil photo numérique pense qu'il est un bon photographe. Le réel, c'est non. À faire de la photographie, c'est un art, c'est un apprentissage, c'est de l'expérience. Le codage, c'est la même chose. C'est pas parce que tu es capable d'aligner 3 lignes ou tu es capable de faire que la machine t'aligne 3 lignes pour toi que tu as quelque chose. Puis ça, ma rage que j'ai par rapport à cet élément-là, c'est les chargés de projet dans le monde réel qui pensent qu'ils savent comment ça faire du code, ils n'en ont jamais fait de leur vie, puis ils vont fouetter les développeurs pour faire le travail. Là, ils sont contents, il n'y a plus de développeurs à fouetter, ils vont faire eux-mêmes le code avec des choses, et ils n'ont aucune connaissance dans ce qu'ils font. Fait que c'est, pour moi, l'apothéose du problème qu'on est en train de construire devant nous, là. Intéressant. Intéressant. Il y a quelqu'un dans le chat qui précise, oui, mais par rapport à ce qu'on a dit aux photographes, le métier est en train de disparaître essentiellement, selon lui. Est-ce que le métier de programmeur va disparaître au même titre que... Non, ça va se multiplier. C'est ça. Ça, c'est un drôle d'élément parce qu'il y a des... La photographie, oui, c'est disparu malheureusement parce que personne n'est capable d'apprécier qu'est-ce qu'une belle photographie. C'est ça aussi, c'est toutes les photographies qu'on prend d'un photographe. Puis quand on prend le temps d'apprécier comment un photographe prend sa photo, la qualité, elle est vraiment supérieure que d'un amateur ou quelqu'un qui a juste un téléphone puis il prend 3 photos puis il pense qu'il va avoir un résultat intéressant. Le photographe, c'est un art comme n'importe quel autre art à ce compte. Mais je pense pas que ça a disparu. Oui. Tu sais, pour mon mariage, j'engage un photographe. Là, comme il y a encore un besoin. Puis comme plus dur d'en vivre aujourd'hui qu'il y a... C'est beaucoup plus dur d'en vivre. Oui, ça revient à ça. Puis, j'ai eu des cas de personnes qui en vivent. Et pour des photos de mariage, par exemple, puis le monde va essayer de barguiner à la baisse énormément. Donc, le métier est maltraité. Ça, c'est un fait. Ça revient un peu au commentaire qui vient dans la conversation. Le métier est très maltraité. Donc, si on n'est pas capable d'en vivre, les gens vont sortir du métier, donc vont en avoir nécessairement moins. C'est normal. On aime tout ça manger à notre faim. Donc, on n'est pas capable de manger à notre faim, on choisit un métier qui nous aide à pouvoir manger à notre faim. C'est un peu une conséquence malheureuse. Si on ramène au cas des développeurs, dans ce cas-ci, non, parce que on n'est pas capable de remplacer... C'est comme remplacer des ingénieurs pour construire un pont, par exemple, par du vibe pont, du vibe construction vibe de pont. Engineering, ça va bien. Vibe engineering. Oui. La réalité, c'est qu'on peut pas faire ça, ou du vibe, je construis un avion, tu sais, vibe airplane. La réalité, c'est non. Tu sais, moi, j'embarquais jamais de ma vie dans un avion qui a été vibé d'aucune façon. Parce que la complexité du système est telle que ça peut pas... à l'heure actuelle, du moins, les technologies ne permettent pas de mesurer la subtilité qui va avec ça. Le coding, de façon simple, pour des éléments de rudimentaires, ça donne l'impression qu'on a construit quelque chose de bien. Mais quand on fait du vrai engineering, au sens anglophone du terme, dans le contexte de développement, il y a une réflexion beaucoup plus profonde qui va avec cet élément-là, qui tient en compte beaucoup plus de facettes, notamment toute la volet de cybersécurité qui est là, qui a été intégré dans le domaine que très tardivement comme situation. Et c'est quand même utilisé comme un prétexte pour mettre à pied des gens. Il y a quand même, je veux dire, il y a des jobs qui disparaissent. Je veux dire, dans les faits, aujourd'hui, c'est pas mal plus tough de se placer qu'il y a même 5 ans. Là. Ben, non, avant la pandémie. Mais ça dépend des domaines, mais c'est souvent des domaines qui étaient déjà moins valorisés. Puis je pense que c'est des domaines que justement, tu sais, Nicolas Louis, tu l'avais mentionné, c'est que les gens sont pas capables d'apprécier. Parce que dans les faits, entre un poster généré par Canva, IA ou whatever, puis un poster désigné par un designer graphique, que le souci du détail, que l'attention, que l'œil pour bien parler, il y a une différence immense. Mais la personne qui approuve les 2 créations a peut-être pas la capacité de voir la différence entre les 2. Surtout si c'est pas un à côté de l'autre, qu'est-ce que ça aurait pu être? Il va regarder le poster généré par l'IA et il va se dire « good enough ». Alors que dans les faits, si tu connais le design, si tu comprends les principes de communication, ça pourrait tellement être mieux. Tu sais, il manque la partie un peu plus. Puis je pense que c'est ce qui se passe en ce moment, c'est que il y a des gens qui prennent une décision de « ah, c'est remplaçable, ce que Copilot, ce que l'IA me sort, c'est assez bien. Puis j'ai plus besoin des humains. » Mais éventuellement, je pense qu'il va y avoir un retour se balancer où est-ce qu'il y a des entreprises qui vont réaliser que le plus-value humain
va être le déterminant qui va les différencier du reste du marché, puis il va y avoir un retour du balancier, là, selon moi. C'est déjà commencé. Oui. Dans certains domaines, c'est déjà commencé, puis il y a même des types d'emplois ou d'offres d'emploi qui sont genre nettoyer les gâchis que l'IA a fait essentiellement, là, puis c'est déjà en train d'arriver. Mais c'est très sérieux, puis c'est fascinant parce que... Parce ta vie à être payé pour haïr ce que l'IA produit, puis le réparer. Oui, puis sont payés plus cher en plus parce que ça coûte cher d'aller nettoyer le gâchis de quelqu'un d'autre. Et pour revenir sur le point de Sam sur les congédiements, oui, mais c'est plus des coûts de marketing énormément parce qu'ils font valoir, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est investi dans ces technologies-là et ils veulent toujours comme justifier l'argent que tout le monde garage comme des oufs là-dedans. Fait qu'il y a comme une espèce d'amplification de cette justification-là d'avoir posé le geste d'avoir mis de l'argent là-dedans. Quand on regarde les congédiements et les postes qui sont coupés, c'est rarement des postes d'ingénierie ou des postes de développement ou des postes comme ça. C'est des vendeurs, c'est des gens dans des métiers qui auraient été coupés de toute façon parce qu'ils sont en attrition, parce que les postes veulent avoir des gros bonus, parce que fait qu'à chaque cycle, quand les boss veulent avoir des bonus, mais ils trouvent un nouveau coupable pour la raison des congédiements, quand dans le fait, c'est juste du greed, là, c'est juste de l'avarice, essentiellement, qui justifie le congédiement de ces personnes-là, parce que ça vient gonfler artificiellement les chiffres, et ils vont devoir réembaucher ces gens-là après de toute façon, ou réembaucher d'autres gens pour compenser, ou arriver à cette situation-là. Fait qu'on n'est pas dans un contexte où il y a un remplacement. Il y a des remplacements. Ça, puis ça, faut pas le nier, mais ils sont pas massifs comme qui se passe à l'heure actuelle. Et les statistiques, puis là, tu sais, faut comprendre, ça fait juste 3 ans et demi là, qu'on a ça dans les mains. Là. C'est tout neuf. Fait que sortir des études scientifiques solides, 3 ans et demi, c'est court là, pour avoir des données tangibles et probantes. Et on commence à sortir des données tangibles et probantes, comme quoi ça ne donne pas de gain tant que ça. L'empereur est nu. Puis il n'y a personne qui a l'air de le dire. Mais l'empereur est très nu, oui. Naked. Ah, ouais. Il y en a qu'il faut qu'il aille toucher du gazon, c'est bien. Oui, effectivement, c'est une très belle référence. Oui. Mais oui, l'empereur est nu. Puis tant qu'embarquer là-dedans, on va embarquer sur, je parle de ma nouvelle qui est Mythos, qui est sortie il y a à peu près 2 semaines, au plus fort de la crise où le département de la guerre aux États-Unis a banni Anthropic de cette chicane qu'il y avait sur la fameuse ligne rouge, sur ce que Anthropic ne voulait pas que son moteur de IA soit utilisé pour faire de la surveillance de masse d'Américains et soit utilisé pour prendre des décisions de létales, essentiellement. Une grosse chicane comme ça. OpenAI a signé avec le Pentagone au même moment. Donc, bref, c'est ces grands joueurs-là qui arrivent et tout par magie. Peu de temps après que le bannissement arrive, Mythos est annoncé. Et c'est scandale, ça va tout briser les systèmes, les vulnérabilités vont exploser, notre société moderne numérique va mourir. C'est un peu l'annonce qui est faite. Ils ont quelques éléments qu'ils font, puis comme c'est grave, on va limiter la diffusion de ce modèle-là à un nombre de personnes, on va leur permettre de les regarder, de l'utiliser de façon sérieuse. Projet Glasswine qui permet justement aux grandes compagnies de logiciels de venir tester leur vulnérabilité, s'assurer que leur logiciel soit solide après ça, blablabla. 2-3 jours après, OpenAI dit oui, nous aussi nous avons un modèle magique qui va tout briser l'univers et nous sommes aussi de bons citoyens corporatifs qui ne le diffusons pas immédiatement tant que le monde ne sera pas prêt à affronter ce genre de choses. Fait que de ça, c'est des campagnes marketing qui sont exceptionnellement bien tournées. Clairement pas par du AI parce qu'ils savent bien les roder et ils fonctionnent bien. La reprise par les médias, elle est exceptionnelle parce que tout le monde répète la même histoire. Et de ces éléments-là, beaucoup de sceptiques aussi émergent de ce genre de situation-là. Et plusieurs ont repris les 4 vulnérabilités majeures qui ont été mises de l'avant par Anthropic pour dire que c'était très grave. La plupart ont été capables de les répéter avec des modèles publics, donc Opus 4.6, GPT 5. quelque chose, puis même avec des modèles open source en plus, open weight, pas open source, qui ont été capables de répliquer cette façon-là de fonctionner. Donc, essentiellement, il y a beaucoup de
bruit là-dedans qui confirme que ce modèle-là n'est pas si dramatique que ça, ne change pas l'état de la nation. Par ailleurs, et le seul point qui est important là-dedans pour moi, c'est la prise de conscience que ça fait que les modèles IA, indépendamment de comment leurs forces sont, vont changer le paysage de la cybersécurité pour la prochaine année, pour de vrai. Et donc, tout n'est pas brisé, mais la façon que les systèmes sont brisés va changer. Là, on est habitué d'avoir des attaquants humains qui ont des stratégies humaines qu'on est capable de prédire assez facilement. Donc, de corriger ou de prédire les problèmes où on va les places où on aura des problèmes. Quand on est avec l'IA, on n'est pas capable encore de prédire où l'IA va frapper et comment il va réagir, donc de préparer nos systèmes à comment ce modèle-là va changer. Mais ça, dans l'absolu, ça ne change pas. Une fois qu'on aura compris comment l'IA trouve ses vulnérabilités, bien, on va être capable de contrecarrer et donc de patcher conséquemment par rapport à ce genre de choses. Ça me fait penser, j'avais écrit il y a pas longtemps un genre de white paper qui était justement d'explorer l'usage de l'IA du côté défensif puis du côté des attaquants essentiellement en cybersécurité dans une industrie en particulier. Puis la conclusion que tous les experts me disaient là, au fur et à mesure que je faisais mes recherches, mes entrevues, etc., c'était qu'essentiellement c'est une guerre à l'armement parce que pendant que toutes les compagnies prévoyaient combattre ces attaques-là potentielles par l'IA avec de l'IA. Puis c'était vraiment comme ça allait être une game dans les prochaines années de qui met à jour son modèle, etc. Puis une des craintes que les experts avaient, c'était que les IA malicieuses sont pas limitées dans leur développement. Dans le sens qu'il y a pas de boundaries, il y a pas d'inquiétude de si c'est sécuritaire, il y a pas d'inquiétude de s'il y a des choses qui sont brisées, il y a pas comme de limite au développement, il y a pas de limite éthique non plus au développement que les hackers se mettent. Là où les systèmes un peu plus corpos de défense, ben eux sont créés dans un contexte parce que c'est des gens qui font du 9 à 5, c'est plus structuré, il y a les modules de préparation typiques d'entreprise qui tendent à être plus lents que quelqu'un qui fait ça là, 24 heures sur 24, motivé en équipe là, de l'autre côté. Puis il y avait beaucoup de craintes par rapport à il y a une guerre de l'armement qui s'en vient, puis ils sont pas sûrs de qui va la gagner. Essentiellement, que l'IA va éventuellement finir par prendre le dessus dans cette guerre. Oui, mais en même temps, c'est un peu de la science-fiction. C'est un peu tiré de la science-fiction, c'est cette réflexion-là qui présuppose qu'il y a une course à l'armement. Oui, effectivement, les modèles vont de plus en plus vite, sont de plus en plus efficaces. Puis même quand on va dans la recherche, puis c'est d'autant plus intéressant parce que c'est pas autant la puissance des modèles qui donne la capacité, c'est la façon qu'on utilise les modèles. Il y a deux exemples qui est intéressant, notamment par le fait que Mythos est sorti, puis comment les recherches conséquentes pour déconstruire ce que Mythos a fait. Ils se sont rendus compte que les modèles de plus petite taille qui hallucinent davantage pouvaient trouver plus facilement des vulnérabilités que les humains auraient pu trouver, parce que l'hallucination nous amène dans des zones où l'humain n'irait jamais, où cette capacité-là va. Donc, mais en même temps, c'est à la limite du hasard, parce qu'il faut vérifier que l'hallucination a bien donné un résultat, mais la capacité d'hallucination des IA leur donne un avantage. Oui, c'est la créativité, on le voit comme ça. Donc, ils sont capables de sortir des informations complémentaires par rapport à tout ça. Fait que c'est très intéressant. Et l'autre aspect, c'est le volet agent ou de séparation des tâches dans plus petits morceaux. Donc, il m'a joué des plus petits morceaux. Donc, on est capable de jouer comme ça, mais c'est plus la puissance du gros modèle qui devient intéressante, de comment on est capable de découper ou de simuler le fonctionnement du cerveau. Parce que le cerveau ne fonctionne pas d'une espèce d'affaire monolithe qui opère. Quand le cerveau fonctionne dans plein de petits éléments séparés, s'il fallait que ce soit un gros monolithe, on serait en train de réfléchir comment respirer, comment mon cœur bat, comment faire bouger mes choses, ça serait très compliqué. Il y a beaucoup de fonctionnement automatique qui est là. Il y a beaucoup de fonctionnement conscient qui est là. Des fois, le conscient peut jouer sur l'inconscient et vice-versa. Donc, tous ces modèles-là de beaucoup plus qui se rapproche beaucoup plus du cerveau humain, est en train de justement percoler du côté de l'intelligence artificielle et pas d'avoir un gros blob. Puis dans ce sens-là, Mythos est pas tant intéressant parce que la vraie recherche, les vraies percées sont dans comment on peut utiliser des plus petits modèles agiles qui sont autonomes. Si on va aller même dans l'ultime agilité, les pieuvres
ont cette capacité d'avoir une distribution de la capacité décisionnelle. C'est fascinant parce que chaque tentacule a une capacité décisionnelle autonome, vraiment. Donc, elle est capable de prendre des décisions. Donc, elle a son système nerveux et donc un cerveau qui opère à même chacun des tentacules. Donc, l'unité centrale ne prend pas des décisions. Fait que quand on voit certaines vidéos que la pieuvre va botter, va donner un coup sur un poisson, c'est pas l'unité centrale qui a pris la décision de donner le coup sur le poisson, c'est la tentacule qui s'est rendu compte qu'un poisson est trop proche. Donc, sa capacité décisionnelle il y a quelque chose qui approche, j'aime pas ça, je m'en débarrasse, mais c'est la tentacule qui le fait. Et donc, ça donne aussi une capacité d'action beaucoup plus rapide parce que c'est pas le signal passe pas de la tentacule, monte au cerveau, décision, puis ça redescend, pouf, on botte le poisson. La tentacule fait pouf. C'est pour ça que les gestes sont excessivement rapides aussi, parce que la distance physique, parce que ça a un effet, la distance physique dans les neurones, est très, 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 très courte. Donc, ces modèles-là sont en train de percoler. C'est bon qu'on a une parenthèse cours de biologie avec Nicolas. Oui, mais c'est parce que l'intelligence artificielle est intéressante parce qu'on est en train d'amener à ces choses-là, mais clairement, les chercheurs en sciences, en intelligence artificielle, n'ont pas étudié la biologie parce que clairement, ils sont en train de réinventer tout ce qu'on voit en biologie. Puis on a découvert quelque chose de... Oui, mais les pieuvres le font déjà depuis longtemps. L'humain, le cerveau fonctionne... Là, vous découvrez des choses qu'on maîtrise déjà. Vous avez peut-être intérêt d'aller étudier dans d'autres domaines pour ramener. Fait que c'est là où, pour reboucler sur où on était parti, le fait que l'intelligence artificielle, oui, ça va changer les choses, mais quand on va commencer à aborder des façons beaucoup plus souples et non moins cadrées avec des modèles frontières super puissants, super comme ça. Donc, la course à l'armement, pour moi, n'est pas dans ce côté-là. Et si on veut le ramener dans un contexte qui est actuel avec la guerre en Iran, là, la guerre en Iran est une belle démonstration d'une asymétrie de pouvoir et une asymétrie de moyens. Et c'est très important parce que on le voit très bien où l'Iran a un avantage très important sur les États-Unis parce que la façon qu'ils mènent la guerre est très asymétrique. Ils vont être capables de faire des dommages très importants avec peu d'énergie, peu d'efforts, peu de coûts. Quand les Américains vont déplacer des porte-avions, des F-35, ça coûte une fortune. Des missiles à coût de 100 000 ou à 1 million de missiles. Quand les Iraniens vont arriver avec des drones qui coûtent 1000, 2000 $, puis ils vont faire sauter des missiles qui ont coûté 1 million. Fait que la symétrie économique est très intéressante là-dedans. Fait qu'on va le voir aussi dans le contexte du IA. Fait que toutes ces affaires-là, tout est dans tout. Donc, si on est transverse, on a plein de choses comme ça. Bref. Mais il y a un autre point aussi avec l'IA où est-ce que, tu sais, un des counterpoints qu'il n'y aura pas une guerre à l'armement infini, c'est que il y a des gens qui commencent à dire, oui, mais l'IA commence à run out de données essentiellement. Puis il y a un certain point où est-ce que il y a de plus en plus de données qui sont en fait générées par l'IA. Puis l'IA devient un peu comme il mange ses propres données. Puis ça crée rien. On appelle ça le cours sanguin. Ouais. Le point, c'est que c'est ce terme. Merci, Sam. Puis éventuellement, c'est que ça fait bugger les modèles parce que ça distord un peu tout. Donc, il y aurait potentiellement, éventuellement, une limite où est-ce que si l'humain continue pas à générer plein de données, ben éventuellement, l'IA va juste s'écrouler sur lui-même puis juste commencer à halluciner en permanence puis ça va devenir super weird puis il va falloir juste tirer la plug sur tout. Peut-être que la guerre à l'armement de l'IA se termine par quelqu'un qui est juste horrifié parce qu'il a été dégénéré puis qui fait juste non. Puis on tire la plug. Sam. Catherine. Est-ce que tu es prête pour ton grand sujet que tu nous as tellement bien vendu en pré-épisode qu'on a donc hâte d'entendre? Donc, oui, ben, le prétexte de parler de ça, c'est l'arrestation d'un homme de la ville de Québec. Ça a été publié dans les médias aujourd'hui. C'est un dénommé Jeffrey Roussel, il y a 26 ans, donc encore plus jeune que ce que je pensais. Qui a été arrêté mardi, qui est comparu mercredi, donc ce matin, au Palais de justice de Québec. Puis, c'est ça. Donc, les articles parlent de terrorisme et tout ça, puis on dit qu'il a été membre du groupe du réseau 764 ou 764. Fait que là, je voulais un peu vous expliquer c'est quoi, parce qu'on est un peu à l'intersection de la criminalité
du cyber, etc. Puis je pense que ça cadre un peu dans ce qu'on fait là, ici. Fait que là, pour vous donner, brosser un portrait, il faut d'abord parler de The Com. The Com, c'est un diminutif pour la communauté, the community. C'est un réseau de serveurs Discord, de forums, de groupes Telegram, de toutes sortes de groupes. Puis, c'est le chercheur Marc-André Argentino qui, lui, pour essayer d'expliquer un peu c'est quoi The Com, il dit c'est comme la LNH, c'est comme la Ligue nationale de hockey. Puis, dans la LNH, il y a plusieurs conférences. Moi, je connais pas pantoute je suis pas du tout le hockey, fait que si j'utilise pas le bon terme, vous me le direz, là, mais en tout cas, les conférences, fait que la conférence de l'Est, de l'Ouest, machin. Fait que dans The Com, il y a 3 grands piliers, 3 grandes conférences. Il y a le cybercrime, il y a la sextorsion, puis il y a le offline. Cybercrime, eux autres, on en a parlé pas mal dans les dernières années. Je sais pas si vous vous rappelez là, des grosses attaques contre les casinos là, à Las Vegas, là, MGM. Le nom dans l'industrie, c'est Scattered Spider, le nom du groupe. Un autre groupe qu'on a entendu parler, c'est Lapsus, mais ces groupes-là font partie du Com Network. Je veux dire, quand ils ont arrêté la personne derrière l'attaque contre le MGM Resort, c'était un jeune Britannique de genre 17 ans là, qui avait fait ça. Dans ce réseau-là, dans la branche, disons, cybercrime de The Com, tu avais beaucoup de gens qui faisaient du SIM swapping, donc de voler le numéro de téléphone de quelqu'un. Beaucoup c'est ça là, d'extorsion, de fraude, etc. en ligne. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, on parlait tantôt de X puis de Elon Musk. Vous rappelez-vous de Big Balls? Edward Corstein, c'était un des membres du Doge. Oh oui! Oh my God! Puis son surnom en ligne, c'était Big Balls. Lui, Wired avait publié un article qui disait qu'avant d'avoir été engagé par le Doge, il faisait partie d'un des groupes reliés au Com Network. Donc, voilà. Pour ceux qui connaissent le journaliste en cybersécurité, là, Krebs on Security, il a, lui, écrit longuement sur The Com, surtout la partie cybercrime de ça. Puis d'ailleurs, un de ses articles sur un des sous-groupes là-dedans a valu la plus grosse attaque de DDoS de l'histoire à cette époque-là contre son site. C'est en 2016, là, je me rappelle encore que la journée que c'était arrivé, là, c'était assez épique comme affaire. Fait que la partie cybercrime, je dirais que c'est le début du Com. C'est peut-être ça un peu, là, quand ça a commencé, c'était ça. La partie offline, ça, c'est plus que tu peux payer quelqu'un pour aller comme pitcher une brique à travers la fenêtre de la personne que tu n'aimes pas. Je ne sais pas si le swatting, ça rentre dans l'offline, mais peut-être que oui. Il y a des groupes qui sont spécialisés dans faire envoyer la police chez vous dans l'espoir que tu sois victime. Un hate crime de brutalité policière, essentiellement. C'est ça. Genre, ils vont appeler la police, dire, il y a quelqu'un avec des armes à telle adresse, etc. Puis, la partie sextorsion, c'est là-dedans qu'on retrouve 764. 764, c'est un groupe. Puis, c'est ça, comme le Marc-André Argentino explique, on a les divisions. Puis, dans les divisions, il y a des équipes. Fait que les différents groupes sont les différentes équipes de la LNH. Certaines sont plus célèbres que d'autres, sont plus grosses que d'autres, sont plus connues. Il y en a certaines qui sont là depuis longtemps, d'autres qui naissent. Puis c'est comme un réseau informel émouvant. On peut pas, t'as pas de carte de membre là, nécessairement. Puis beaucoup de ça est basé sur le clout ou sur le prestige dans le groupe. Fait que par exemple, dans le groupe cybercriminel, c'est pas juste comme les groupes de rançongiciel, par exemple, russes, dont on entend souvent parler, c'est très business. C'est très, on fait ça pour l'argent, puis il y a une structure corporative, puis c'est pour le cash. Je vais poser une question pour préciser, parce que tu parles du cloud dans ce cas-ci. Ça me rappelle la très ancienne culture hackers qui était basée sur le prestige. Ouais. Comment ça se répercute maintenant, ce volet de prestige-là? Est-ce que c'est t'es coopté pour rentrer dans les groupes? Est-ce que comment tout ça se matérialise dans l'action? Tu vas pouvoir faire partie. Souvent, il faut que tu montres, par exemple, que tu as fait un crime pour pouvoir accéder au groupe. Puis tu vas monter, peut-être que, je sais pas moi, toi, t'emmènes plein de numéros de carte de crédit, par exemple. Tu fais du carding, puis tu arrives avec plein de cartes. Ah, ben là, c'était cool, on va
tu peux embarquer dans tel chat privé ou que là, on est moins parce qu'on est à un tel niveau. J'ai moins regardé le côté cybercrime. Dans le côté sextorsion, on va en parler de long et en large. Si vous écoutez ça avec vos enfants en ce moment, peut-être c'est un moment de mettre ça sur pause puis d'attendre qu'ils soient couchés. Donc, c'est ça. C'est genre trigger alert. Oui, non, mais c'est façon polie à la Sam. Je pense que j'ai mis l'avertissement de compte. Oui. Je vais quand même faire attention à comment je décris puis ce que je dis parce que, honnêtement, cet après-midi, j'ai eu un moment de... je vivais mal, disons. Fait que ça, le groupe d'où est né 764, c'est le groupe, ça se prononce Cult, mais ça s'écrit CVLT. Ça a été créé quelque part en 2017 et 2019. Au début, c'était sur la plateforme Kik Messenger, qui était comme un peu le paradis des pédophiles, là, parce que c'était comme marketé pour les enfants puis les jeunes, les ados, mais il y avait comme zéro supervision. Là. C'était une extrêmement mauvaise idée. Ça a été racheté, puis là, ils ont comme un peu plus de contrôle, il paraît, là, mais pendant une période, c'était catastrophique. Ensuite, ça a migré un peu vers Instagram, mais principalement Discord et Telegram. Ce groupe-là était foncièrement néo-nazi. L'idéologie néo-nazie était très présente dans Cult. Ça a été fondé par un étudiant d'origine indienne qui vivait en France, puis lui disait que, tu sais, au début, c'était vraiment pour partager sa haine des Juifs puis des musulmans. Il y avait plusieurs membres de ça qui faisaient partie aussi du O9A. Là, je vais faire un très court résumé. Si ça vous intéresse, le dernier épisode de ma mini-série du Bruit des bottes, Accélérer la fin du monde, parle justement de toute la philosophie religieuse derrière le O9A. Mais en gros, c'est une genre de secte ésotérique fasciste qui a été créée dans les années 60-70 en Angleterre par un dude qui nie catégoriquement que c'est lui qui l'a créé. Puis qui veut provoquer en duel les journalistes qui disent que c'est lui qui l'a créé, mais en tout cas, c'est fascinant. Puis, en gros, là-dedans, une des parties de ton cheminement, c'est de commettre des actes que la société juge mal, mais toi, tu juges pas ça mal parce que toi, tu es au-dessus de tout ça. Fait que pour toi, c'est ça. Ils vont prôner le meurtre, le viol, la pédopornographie, etc., parce que ça te permet de transcender puis d'amener comme la fin de ce monde-ci, puis aller vers le prochain monde qui va être mieux. Fait que Cult, c'était beaucoup plus idéologiquement nazi et fasciste, mais ils ont vite pris une tournure de sextorsion. Donc, ils attiraient des mineurs dans leur chat, ils leur demandaient, par exemple, de fournir des photos. Puis une fois qu'il y avait des photos compromettantes, ben là, ils leur demandaient d'autres photos. Puis ça, c'était beaucoup concentré là-dessus. The Fifth Estate de CBC ont fait je l'ai pas vu, mais il y a un reportage qui a été fait, j'ai entendu des extraits, parce qu'il y avait une jeune Canadienne de 12 ans qui a été enlevée et agressée par un membre de Cult. C'est là que ça, c'est comme un peu sorti dans les médias. Puis, il y a un jeune du nom de Bradley Cadenhead qui a été recruté dans Cult. Lui, il a été recruté dans un forum sur, je pense que c'est sur Roblox ou peut-être sur... Sur Roblox? Oui, ils sont beaucoup dans Roblox puis dans... j'ai un blanc. Tu vas dire qu'on s'était fait accuser d'être très optimiste dans le chat plus tôt. Oui, non, pas aujourd'hui. Ça finit. C'est terminé. Non, mais on est rendu dans la section où l'Internet, c'était une erreur. C'est ça. Oui, OK. C'est quand même le pattern habituel de notre balado. On finit toujours par quelque chose de dramatique, puis on voit le nombre de personnes qui écoutent, ça a comme dit avancé, ça fait... C'est déprimant, ça, bye! On vous blâme pas. Non. On ne vous blâme pas. Donc, c'est ça. Fait que là, Bradley Cadenhead a été recruté là, puis il avait 15 ans, le garçon. C'est un jeune qui clairement avait vécu de l'intimidation puis de la violence et tout ça, qui avait beaucoup de problèmes et de difficultés, qui passait énormément de temps tout seul dans sa chambre.
Puis il a créé ce groupe-là sur Discord qui s'appelait 764. Puis c'est les 3 premiers chiffres de son code postal. Puis son nom d'usager, c'était Brad 764. C'est pas obsèque, pas super terrible. 764 utilise un peu l'imagerie aussi du O9A. L'imagerie, le visuel, tout ça, mais c'est beaucoup moins idéologique, puis c'est beaucoup plus juste du sadisme. Donc, l'idée, c'était encore une fois, il publiait Cult et ça circulait aussi dans 764, des manuels sur comment attirer, manipuler des jeunes. Fait que l'idée, il disait par exemple, trouver des jeunes qui parlent de difficultés de santé mentale, trouver des jeunes qui expriment des difficultés au niveau de leur identité de genre, montrer-leur de l'amour, il appelle ça love bombing, c'est de faire plein de compliments, de s'assurer que tu deviennes comme la personne la plus importante dans leur monde, puis à un moment donné, tu retires ton amour, puis la personne n'a plus rien, puis là, tu dis, si tu veux que je revienne, envoie des photos. C'est ça. Puis, eux autres allaient plus loin encore, c'était non seulement des photos, mais aussi, ils faisaient ce qu'ils appelaient, je pense que Cult aussi faisait aussi, par exemple, ce qu'ils appelait des blood shows, où qu'ils demandaient, par exemple, à leurs victimes de se couper, d'écrire leur nom, le nom de leur bourreau sur leur corps, de tuer leurs animaux domestiques, des affaires un peu horribles. Je ne vais pas aller dans les détails plus que ça, parce que c'est assez. Quand on disait que Sam se sacrifie pour Kat pour nous informer, c'est exactement dans ce sens-là. Là, comme je dis là, la ligne que j'ai mise, c'est que je suis pas allé, j'ai pas été dans ces forums-là, ça m'intéresse pas, mais j'ai lu assez de témoignages de gens sans aller, pas de source première, mais de source secondaire, disons. Dans ce groupe, puis il y a d'autres sous-groupes dans lesquels je vais rentrer plus en détail là, dans le balado. Puis comme je vous disais que c'est drôle que je tombe sur cette nouvelle-là aujourd'hui parce que je faisais des recherches sur des jeunes, je pense qu'ils sont 3. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils sont pas plus que 3 jeunes de la région du nord de Montréal, je pense, qui ont l'air d'être niveau secondaire. Je ne vais pas aller trop loin parce que je suis encore en train d'enquêter là-dessus. Puis qui ont l'air clairement inspirés d'idéologie néo-nazie accélérationniste, puis qui, par exemple, partageaient des vidéos du MKY, qui, eux aussi, ça fait un peu partie de The Calm. Ça, c'est un groupe qui est né en Ukraine, puis qui s'est propagé en Russie, puis après ça en Europe, puis là, en Amérique du Nord. Puis eux, c'est vraiment, ils filment leurs agressions. Fait qu'ils vont attaquer des gens, principalement des itinérants ou des gens tout seuls, les tuer, les battre, les poignarder, etc., puis filmer ça, puis ton cloud, tu le fais en partageant les vidéos d'attaque que tu as faites. Puis, ces jeunes-là partageaient des vidéos de MKY dans leurs trucs sur lesquels, c'est ça. Puis j'étais comme, non, merde. Je vois une vidéo, je clique play, puis je vois MKY, je suis comme, merde. Stop, je peux pas voir. Le satanisme commence à me sembler beaucoup moins pire que qu'est-ce que tu es en train de relater là clairement. Fait que c'est ça. Fait que MKY, c'est parce que le Y, c'est Maniac Cult Ubistv en russe, là. Fait que c'est le club des maniaques meurtriers. Donc, mais genre, what's wrong with people, honnêtement? Il y a quelque chose de quand même assez tordu. Dans le cloud chasing, tu as vraiment comme cette idée-là que le plus de victimes que tu as sous ton... Le plus haut, tu étais comme un peu dans la hiérarchie de ces groupes-là. Le gars de Québec qui a été arrêté, justement, a été trouvé coupable. Pas trouvé coupable, il a été accusé d'avoir rentré en contact avec plusieurs jeunes d'à peu près 12-13 ans. Ce qui est particulier, c'est que lui, il a 26 ans, alors que la plupart des gens qui ont été arrêtés sont eux-mêmes mineurs. Fait que souvent, c'est des mineurs qui abusent d'autres mineurs. C'est quand même plus rare d'avoir des gens si vieux que ça. Dans l'épisode sur le O9A que j'ai fait, je parle aussi d'un autre dude qui, ça me fait capoter. C'était un informateur du FBI pendant longtemps. Le FBI lui a donné en tout à peu près 140 000 $ qu'il a utilisé pour fonder une maison d'édition pour propager de la propagande accélérationniste du O9A, des livres horribles
ou que lui-même disait, j'ai écrit ça, puis je propage ça pour désensibiliser les gens, pour qu'ils soient capables de faire des actes terroristes horribles. Puis ce gars-là, qui est un informateur du FBI, je le rappelle, a publicisé des forums liés à 764. Et qui a fait la promotion de ces trucs-là, alors qu'il était sur le payroll du FBI. Là. C'est quand même... En ce moment, on dirait qu'il y a quand même un virage parce qu'il y a un an et demi, quand j'ai commencé à entendre parler d'eux autres, j'hésitais beaucoup à en parler moi-même. Je pense, Catherine, on s'en était parlé, mais tu sais, je me disais, ça ferait un sujet pour Cybercitoyen, mais je voulais pas en parler parce que, tu sais, c'est ce genre de choses que tu veux pas non plus te donner de l'oxygène à ce genre de phénomène-là parce que je sais pas qui entend le balado, qui dit, oh, ça a l'air cool, ça, je vais aller le chercher pour essayer de trouver ça. Fait que tu veux pas te donner de l'oxygène à certaines choses. Des fois, il y a comme, dans mes recherches sur l'extrémisme, surtout, des fois, on se demande, tu sais, j'avais écrit un article sur un groupe, un forum qui s'appelait White Lives Matter. Ben, j'ai surveillé pendant un petit bout. Puis quand ils ont commencé à faire des choses dans la vraie vie, là, je me suis dit, OK, là, ça vaut la peine d'écrire un article pour dénoncer, pour que les gens sachent que ça existe. Mais pendant que c'était comme 4 d'autres tout seuls dans leur chat. J'ai une question par rapport à ça, parce que, tu sais, pour moi, littéralement, en dehors de ça, parce que on va parler du suicide, il y a une façon de l'aborder pour pas aider les gens à faire le pas, donc les ramener du bon côté. Dans le cas de ces groupes-là, les gens qui les cherchent vont les trouver de toute façon. Et c'est là, puis là, je comprends moins bien, donner de l'oxygène, oui, mais est-ce que c'est bien de les mettre l'éclairage du soleil sur eux pour les brûler ou moi, c'est un contexte que je maîtrise moins bien. Je dirais que maintenant, je pense que c'est le temps d'en parler parce que c'est de plus en plus un problème. Puis je pense que les parents de jeunes enfants et d'adolescents doivent s'asseoir avec leurs kids pour avoir des discussions que, honnêtement, c'est rough à voir. Oui. C'est ça. Il y a un document qui a été... c'est un document canadien que j'ai trouvé. Puis, en gros, il dit, c'est quoi les signes? Comme, qu'est-ce que tu fais si, genre, à quoi un enfant? Puis là, on parle d'enfants quand même assez jeunes. Ces gens-là vont targeter des gens sur Roblox, sur... Ah, j'ai le blanc, c'est quoi les carrés, là? Minecraft? Oui, okay. Minecraft. Ça, c'est l'autre endroit où ils sont très présents. Fait que, tu sais, si, par exemple, il dit, ben, si votre enfant a des brûlures, des coupures, surtout si ça écrit un nom ou que, tu sais, ça a l'air d'être quelque chose de faux, ça. Surtout des coupures dans des endroits inhabituels. Ou surtout s'il y a des preuves, par exemple, que, ben, il dit, il y a une coupure, puis tu vois qu'il est en train de live streamer. Le portable était là, le téléphone était là, quelque chose comme ça. Il parle aussi s'il reçoit des cadeaux inhabités, des livraisons à maison, il reçoit des cadeaux chez vous. Tout d'un coup, il y a de l'argent qu'il n'y avait pas avant. Il y a quelque chose qui change. Aussi, il parle de blessures inexpliquées aux animaux domestiques. Puis, est-ce que, par exemple, la police a débarqué chez vous? Il y a eu des fausses alertes là, de police qui disaient hey, on nous dit qu'il y a un crime chez vous. À savoir, il y a Keep It. Je sais que c'est pas canadien, mais pour ceux qui sont à l'aise avec l'anglais, le gouvernement de la Nouvelle-Zélande il a fait beaucoup de contenu. C'est un des meilleurs contenus de sensibilisation là, qui s'adresse aux parents pour viser les enjeux des jeunes là, qui est out there. Vous l'avez peut-être déjà vu, là, c'était la première vidéo qu'il avait lancée. C'est comme il y a 2 porn stars qui cognent à la porte puis sont comme hey, venez, genre on voulait comme juste te jaser parce que tout ce qu'on fait dans la vraie vie, c'est pas vraiment genre ce que tu vois en ligne. Puis là, il y a comme tout le feature de la marque qui se retourne. Puis une des choses que j'aime beaucoup de cette vidéo-là, c'est que ça s'adresse clair. Tu sais, le jeune va le voir puis il comprend qu'il y a un message là-dedans. Mais ça s'adresse aux parents. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il modélise en fait le comportement idéal pour le parent, qui est OK. On va avoir une conversation, no judgment. Puis c'est justement cette idée-là, donc ils vont en parler à tes jeunes, no judgment. Puis là, éventuellement, ils ont fait des séries sur plein d'autres sujets. Puis le site web de cette campagne-là est riche en ressources qui sont tellement bien abordées. Ils parlent de sextorsion vers les jeunes.
il parle pour le contenu plus jeune de comment aller activer tes filtres de sécurité pour que ton kid tombe pas sur des trucs weird sur YouTube. Puis tout justement, est-ce que ton kid est en train de se faire groom en ligne, ça ressemble à quoi, c'est quoi les signes. Puis il y a vraiment énormément de ressources pour les parents. Fait que ça peut être une ressource que, comme je pense, qui serait super intéressante à nommer, parce que c'est pas nécessairement canadien, fait que c'est peut-être pas quelque chose sur lequel on va tomber rapidement, mais ils ont tellement du bon contenu pour aller avoir ces conversations-là avec tes ados. Mais c'est ça. Puis je pense que c'est vraiment le cœur de la solution, c'est de parler avec ces ados, là, avec ces jeunes. Parce que souvent, c'est insidieux au début. Puis il y a toutes sortes de techniques. Une personne va écœurer le jeune, puis l'autre va arriver en défenseur. Mais tu sais, c'est planifié, là. Toi, tu vas l'écœurer, moi, je vais arriver le défendre, puis tu sais, moi, je vais. Puis souvent, on le rencontre sur Roblox, mais on l'invite sur Discord. Puis après ça, on l'invite dans un chat privé. Puis tu sais, fait que d'avoir ces discussions-là, tu sais, où est-ce que tu traînes, avec qui, tu as de nouveaux amis, tu sais, il y a comme des discussions qu'il faut avoir. Puis l'autre affaire, c'est qu'une fois que ça a commencé, souvent, c'est que la honte, tu sais, la personne qui a envoyé des photos nues, ou souvent ces abuseurs-là vont, par exemple, montrer des choses horribles à ces gens-là, leur montrer des vidéos de gore, leur montrer des trucs en disant, ah ben là, tu l'as vu. Fait que là, t'es un criminel. Si tu dis quelque chose, toi aussi, tu vas en prison, puis tout ça. Fait que tu sais, d'accueillir un peu, puis de comprendre que l'enfant va vivre, ou le jeune va vivre là, de la honte, puis tout ça, puis on va le désamorcer, puis dire, OK, regarde, là, respire, on va trouver une solution, c'est presque d'en parler, on avait parlé là, à l'atelier aussi, là, que la pire chose à faire, c'est de donner d'autres photos, de continuer. C'est de s'extirper de cette relation-là, qui est très difficile. Là. J'avais écouté une entrevue justement d'une jeune, puis elle dit, cette personne-là était tout. C'était mon monde au complet. Elle dit, tu sais, j'avais besoin d'être aimée, puis cette personne-là disait qu'elle m'aimait. Puis quand elle me retirait son amour, elle dit, j'avais plus rien. C'était mon monde au complet. Fait que tu sais, c'est ça, c'est quand même des gens, malheureusement, des jeunes très isolés qui ont souvent d'autres difficultés. Fait qu'on a comme besoin d'un filet social plus grand. Mais il y a aussi que ça me choque qu'on dirait d'à quel point il y en a ce genre de cas-là, parce que tu m'as parlé de plein de groupes comme ça. Dans d'autres épisodes du balado, moi, j'avais abordé le concept des Nth Rooms, qui était l'équivalent, essentiellement, peut-être sans le weird côté sataniste, là, mais qui est arrivé en Corée du Sud, là, qui avait fait scandale, où est-ce qu'il y avait des célébrités de la K-pop qui avaient été impliquées, là, et qui se servaient, en fait, essentiellement du fait qu'ils étaient famous pour faire le même genre de choses, là, des trucs où est-ce que les personnes les victimes doivent escalader les violences qu'elles se font à elles-mêmes dans un principe de gagner des points d'élimination. Là, la nouvelle la semaine dernière, c'était qu'il y avait comme un Rape Academy qui avait été découvert en ligne avec des vidéos qui avaient été vues par 50 000 personnes, puis des trucs comme ça. Oui, tu vivais sur une roche, Nicolas Loïc. Désolé de te déterrer. Des fois, ça fait du bien de vivre en dessous d'une roche, parce que clairement, des fois, la réalité, j'ai peut-être pas assez de gazon chez nous pour être capable de tolérer tout ce qui se passe. C'est un forum qui est dédié essentiellement à expliquer aux gens comment violer leur partenaire de vie. Puis éventuellement partager ces vidéos en ligne. On a tous déjà entendu là, du cas de Gisèle Pélican qui avait été un peu victime, Pélico, qui avait été victime de ça en France. Mais c'est un peu le même principe, là, c'est des communautés où est-ce que les gens se donnent des conseils, filment. Puis, tu sais, c'est le reportage de CNN que tu fais référence. Oui, qui avait été exposé là dernièrement, puis que ce contenu-là est exposé essentiellement sur j'étais pas tout à fait en dessous d'une roche. Je l'ai vu passer. J'étais un peu horrifié par ce qu'il disait. Mais c'est monsieur tout le monde, là. C'est quelqu'un dans la rue, là. C'est la quantité de gens là-dessus. Fait que, tu sais, quand on regarde ces communautés-là, Sam, tu nous parles qui ont des milliers d'utilisateurs, les dizaines de milliers là-dessus, les dizaines de milliers dans l'autre site. On dirait que c'est comme inquiétant de voir la quantité de gens qui s'impliquent activement dans ce genre de communauté-là. J'ai pas de chiffres dans 764, ça, j'ai pas de chiffres, fait que je dirais pas des dizaines de milliers. Mais je sais pas. J'avais vu des chiffres, mais là, tout d'un coup, T'as oublié. Mais on n'est pas juste dans les trucs sordides sexuels, mais tu sais, les télégrammes de l'extrême droite, qu'il y a plein de gens, puis on dirait que c'est comme inquiétant qu'il y ait autant de gens qui recherchent activement des violences. Puis
Puis je vais faire une chose parce que, étonnamment, aujourd'hui, j'étais à ITSEC, je faisais une présentation, je parlais de trois morceaux importants dans c'est essentiellement les 6 dernières années. Le confinement, le AI, puis la souveraineté numérique, ce qui se passe au-dessus de la frontière. Et les 2 premiers étaient principalement axés sur l'humain. Puis là, c'est là, j'aimerais savoir votre opinion là-dessus, puis par rapport à ce que tu racontes. J'ai l'impression que la colère accumulée qui est amenée par le confinement, essentiellement, qui a déshumanisé une partie des gens, qui les ont mis en état de solitude, qui les ont mis dans un état grave, et qui a rendu normal la vie numérique comme on la vit maintenant, ou comme les jeunes le vivent principalement maintenant. Le AI a ajouté une couche de déshumanisation encore plus grande où on parle à des machines, puis on tombe en amour avec des machines, et on n'a plus le contact avec des vrais humains en chair et en os et de façon réelle. Est-ce qu'il y aurait un lien à faire avec ça? Parce que ça m'a comme explosé dans ce que vous dites. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une amplification. Pas que ça n'existait pas avant, mais il me semble que c'est comme rendu endémique maintenant. Je pense que oui, dans une des explications là, Il y a un commentaire intéressant dans le chat qui vient de sortir. Oui. Dérèglement climatique, plus il fait chaud, plus les gens deviennent violents. Il y a des études à ce niveau, ça, qui sont mentionnées. On sait qu'il y a le manque d'oxygène aussi, le niveau d'oxygène baisse. En fait, c'est le capitalisme, essentiellement, on est en stade final du capitalisme. Nos systèmes s'écroulent essentiellement. Mais je pense que il y a comme un peu tous ces facteurs-là. Mm-hmm. Un des chercheurs dit il y a une partie à l'adolescence que c'est normal de vouloir transgresser, de vouloir comme pousser les limites et tout ça. C'est comme une partie de ça qui est normale, entre guillemets. Le problème, c'est que je pense qu'on n'a pas encore étudié ou regardé. On dit qu'on a tout fait semblant que ça n'est pas arrivé, la pandémie puis le confinement. Mm-hmm. Puis, je pense que ça a eu un impact quand même pas mal plus grand que ce qu'on veut s'avouer. Il y a ça. Puis je pense que la partie de déshumanisation est importante. Le fait que ça se passe par Internet fait que tu peux aller beaucoup plus loin parce qu'il y a comme une distance entre toi et ta victime. Tu sais, c'est derrière un écran. Ça peut être comme un film, comme quelque chose qui est pas... Tu sais, c'est ça. Fait que je pense que ça facilite la possibilité de faire certaines choses. Puis je pense qu'il y a aussi l'accès. Tu sais, plus que quelque chose devient facilement accessible, plus que... Puis, mélange à ça le dérèglement climatique, t'as plus qu'il fait chaud, mais aussi plus que il n'y a pas de futur. T'sais. Si tu dis, écoute, cette impression-là que le futur est bouché, je pense qu'elle est beaucoup plus présente maintenant qu'elle était il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Là. En tout cas, fait que, il y a un peu toutes ces affaires-là qui... Fait que le manque d'espoir, la déconnexion. C'est intéressant que tu parlais de déconnexion puis le fait que tout arrive à distance parce que j'avais lu justement un truc qui disait que cette habitude-là qu'on a de prendre des souvenirs tout le temps, de tout filmer essentiellement, c'est qu'on désapprend à vivre dans le moment présent parce qu'on vit les trucs à travers un écran, même quand on est littéralement dans le moment. L'exemple typique, c'est dans les spectacles où est-ce que les gens sont plus là à comme écouter la musique, ils enregistrent puis ils regardent le show à travers leur propre écran, alors qu'ils sont physiquement là. Puis que ça nous fait un peu comme on n'est jamais présent, même quand on est présent. Fait qu'on est tout le temps déconnecté. Puis j'ai comme le terme en tête, là, c'est un terme psychologique quand tu te dissociation. Oui. Donc les gens sont comme un peu en état de dissociation permanente, surtout, parce qu'ils vivent tout en se disant comment est-ce que je peux me rappeler comment est-ce que je peux prendre une capture, comment je peux comme commémorer ça alors que si tu fais juste le vivre, tu vas t'en rappeler essentiellement. Puis c'est peut-être un parallèle par rapport à ça où est-ce que même notre réalité, même quand c'est présent, même quand c'est physique, on n'est pas là. Parce qu'on est en train de se dire comment je peux l'enregistrer, comment je peux le stager, comment je peux prouver que ça existait. C'est peut-être plus lugubre qu'on pense à long terme ce genre de feeling de dissociation-là de tout quand on ajoute la colère, le manque d'espoir sur le futur, etc. L'autre chose qu'il faut, puis c'est ça comme prendre pas de recul, il faut faire attention à pas non plus tomber dans la panique morale puis penser que c'est ultra présent, ultra prévalent, etc. Parce que
disons que à tout moment, il y a 10 personnes prédisposées à faire ce genre d'action-là. Ben, il y a 50 ans, ces 10 personnes-là avaient accès à moins de monde que ces 10 personnes-là aujourd'hui. Okay. Ces 10 personnes-là sur un canal Telegram peuvent faire pas mal plus de dommages ou dans un Discord que ces 10 personnes-là, chacun dans leur coin, dans leur village, leur ville. Fait il y en a du plus où est-ce qu'on en entend plus parler. Mais il y a quand même les actions sont plus sévères et plus extrêmes chez des gens plus jeunes. C'est quand même une nouveauté de voir des gens de 15 ans faire des affaires aussi horribles que... Ben, c'est là la question que je posais tantôt, à quel point ça encourage l'impression. Puis il y a très longtemps, j'avais une discussion avec ma sœur sur est-ce que les gens sont plus stupides ou c'est parce que les gens stupides ont une plus grande vitrine. À une certaine époque, je disais c'est juste parce que les gens stupides ont une tribune beaucoup plus grande, donc ont une amplification du message. Donc, ces gens-là, l'idiot du village, avant, il était dans son village et on n'entendait pas t'en parler. Maintenant, les idiots du village se réunissent ensemble. Il y a un groupe Facebook pour eux autres. Ils se parlent ensemble. Et à terme, comme ils ont un porte-voix beaucoup plus grand, l'existence de ceux-ci est beaucoup plus large. Donc, on avait l'impression qu'ils étaient beaucoup plus présents que ce qu'ils étaient. Et avec le temps, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a un effet d'entraînement, c'est que tout le monde veut faire partie du groupe Facebook des idiots du village. Donc, tout le monde veut participer à cet état-là des choses. Et j'ai l'impression qu'il y a une contamination de la cible à atteindre qui est d'être dans le groupe des idiots du village. Donc, ça me trouble beaucoup parce qu'on valorise le fait d'être dans ce groupe-là. Mais les mimes sont quand même beaucoup plus épiques dans ce groupe-là que... Et shoot out pour la personne avec neurasthénie, ça fait des années que je n'avais pas entendu ce mot-là. Dénégation, ça fait plus récemment, mais neurasthénie, ça doit faire une vingtaine, une trentaine d'années que je l'avais pas entendu ce mot-là. Oui, effectivement, cette espèce d'engourdissement dans lequel on se trouve. Et effectivement, je ne peux pas être plus d'accord avec cet énoncé-là. Cette espèce qui est un état de dissociation, mais qui est plus proche que de la dissociation. La neurasthénie est beaucoup plus proche de la dissociation dans laquelle on s'engourdit pour ne pas vivre la douleur du présent, si on veut, en quelque sorte. Là. C'est un peu dans cet état-là dans lequel je pense que, comme société, on en est rendu. C'est un peu triste, puis je fais un croche sur un livre que je vais terminer d'un philosophe norvégien, c'est Le Dernier Messie. C'est très particulier parce que son take, c'est qu'on est rendu trop intelligent pour notre capacité réelle, et donc on est dans un contexte de dissonance très importante, et l'engourdissement, donc la neurasthénie en l'occurrence, est une des stratégies de l'humain pour se soustraire à la souffrance de l'aspect existentialisme réel dans lequel on est. Bref, c'est... Et que les gens languent de joindre les idiots du village pour pas ressentir l'anxiété existentielle. Ben voilà, t'es tout ce grand mélange-là, ce maelstrom d'idées étranges et diverses. C'est qu'on est toujours aussi positif. Je suis ravie d'apprendre qu'on mais on ne dit rien en plus. C'est ça qui est le pire là-dedans. On est comme content de parler de choses qui sont ultra glauques et graves. Non, je pense que l'humour, c'est un coping mechanism. Oui. Comme, obviously, je préférais de loin pouvoir dire que comme on est dans un univers de licorne fantastique où est-ce que tout va bien, nos enfants sont en sécurité, c'est ça qu'on a eu à utiliser des méthodes qui empiètent sur la vie privée monstrueuse, on est dans un gouvernement qui care pour chacun des citoyens, tout le monde se tient par la main puis chante Kumbaya. J'adorerais ça. Puis l'utopie Star Trek, c'est comme vraiment ça à quoi j'aspire, là, que je rêve la nuit. Mais dans les faits, en ce moment, on est dans comme un genre de melting pot de tous les films dystopiques des 30 dernières années qui ont été pris pour des guides. Quelqu'un était comme excellente idée, puis les a juste tous mis en application une après l'autre. Puis on est des petites fourmis dans ce système-là. On a beau avoir un podcast, il y a 6 personnes qui nous écoutent en ce moment, là, c'est pas nous qui allons changer le monde. On peut pas faire grand-chose d'autre que d'en rire. On peut pas faire grand-chose d'autre que de trouver des petits bouts de joie, de ridicule, de folie à travers tout ça.
Parce que... Faut rejoindre le groupe Facebook. Non, parce qu'en fait, je pense que ce qui est important, c'est que c'est un des éléments qu'on a dit, c'est est-ce que les gens tombent là-dedans parce qu'ils manquent d'espoir? Puis justement, je pense qu'une des raisons d'où est-ce qu'on se dit qu'il y a de l'espoir, c'est d'en rire ensemble, de se faire des regards knowing entre personnes qui se reconnaissent, qui veulent mieux. Puis éventuellement, à travers ces symboles-là, ces jokes-là, ces petites blagues-là, on trouve une communauté de gens qui ont le même projet de société que nous. Puis on peut peut-être retrouver justement espoir, puis peut-être renverser un peu ces tendances-là qu'on voit en ce moment. Fait que pour moi, je pense que l'humour, c'est pas un signe qu'on est nomme puis qu'on est désespéré. Je pense que c'est un signe qu'on est comme... On va rire jusqu'à la fin, au pire, c'est tout ce qu'on peut faire. Absolument, je suis entièrement d'accord avec ça. Puis c'est effectivement un coping mécanisme. C'est un signe qu'on a passé à travers des moments difficiles et la façon de retirer le stress de la situation difficile, c'est par le rire et cette capacité-là de dérision qui vient dans ce contexte-là. Donc, le fait de rire du groupe de Facebook que je faisais référence notamment, qui est tu sais, c'est d'une tristesse infinie dans les faits, là, froidement. C'est très triste. Les gens se valorisent à faire ce genre de choses-là, à aspirer d'être l'idiot du village, quand, à une certaine époque, on aspirait à être la personne la plus brillante du village. Donc, il y a une inversion de ce qu'on aspire à être. Et parce que c'est plus facile d'être visible, puis c'est ça, on veut l'existence, le fait qu'on ait 3 humains à se parler là, que entre 4 et 8 humains qui nous écoutent, dire nos folies, qui interagissent avec nous, qui établissent des liens, qui trouvent ça drôle avec nous aussi également, qui nous relancent sur des choses. On a eu des conversations très intéressantes sur le site, nous donne plus d'espoir dans l'absolu de la capacité à s'en sortir, à être des humains positifs, que de s'apitoyer sur son sort et justement d'être en neurasthénie d'espèces d'anti-boule en dessous de mon bureau puis de mourir là. Sinon, si j'étais dans un état de tristesse immense, j'enregistrerais pas là, première des choses. Puis deuxième, je m'exposerais pas à des situations qui sont extrêmes à ce qu'on pourrait considérer aussi, là, qui sont dans le contact humain, dans les discussions, dans les échanges, dans l'ouverture. Et dans des formations qui viennent brasser mes chakras aussi énormément. Là. Donc, il y a beaucoup d'éléments je travaille beaucoup pour avoir de l'espoir en l'humanité et de faire un monde meilleur. À nous 3, tranquillou, avec nos quelques auditeurs en temps réel. Là. Qu'est-ce que t'en penses, ça? Tout à fait d'accord. On approche l'heure du sommeil de Sam. Non, mais je veux dire que moi, ça m'a fait du bien quand même de vous raconter ça. Parce que cet après-midi, quand que je relisais, puis c'est ça, je préparais le 4e et 5e épisode, là, parce que ça va finir à 5 épisodes, là, cette mini-série-là. Là, j'étais comme... Puis c'est ça, c'était lourd. Fait que là, c'est ça, d'en parler, puis aussi là, de prendre ça un peu à la légère, là, comme... Je pense que c'est important, comme... Parce que il y a une partie qui est aussi foncièrement ridicule, comme le O9A. Quand tu lis c'est des bouts de ses textes, puis tu vois le personnage sur son vélo qui se fait poigner par la BBC puis qui met une caméra d'en face. Le gars, c'est comme dude. En tout cas, c'est ça. C'est des gens foncièrement ridicules et malheureusement dangereux. C'était comme une thérapie pour toi ce soir-là. Oui, merci beaucoup. Puis, avec plaisir. On a été ton gazon. Oui. Mais je vous ai pas touché. Faut pas faire ça. Donc, c'est ça. Puis parler à vos kids, c'est important. Oui, parler à vos kids. Je pense que oui. Je pense que c'est la meilleure chose. Je pense que si on parle à nos kids puis qu'on focus toujours sur l'empathie, on va s'en sortir. Oui. Est-ce qu'on termine? On a fini d'enregistrer. Je vais vous raconter une histoire sur Star Trek, mais qu'on ne peut pas garder pour la postérité. C'est juste pour les 6 personnes qui sont là. OK, parfait. Et vous. Donc, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci aux gens qui ont participé sur Twitch, qui étaient là avec nous. C'est sûr qu'on fait moins répondre en live là, pour comme pas trop couper le flow de l'épisode, mais on apprécie énormément. Je pense que ça va être à refaire, les garçons. On refait ça. Je pense que c'était le fun. Je pense qu'on a tous très aimé ça ce soir. I guess que mon channel de Twitch est officiellement
renaît de ses cendres ce soir. Totalement. Puis, tu sais, j'ai été très. Puis moi, je trouve ça très intéressant, les interactions qu'on a eues, les échanges. Puis ça l'a même alimenté, sans qu'on ait eu d'interactions très intenses avec le chat lui-même. Ça a alimenté nos conversations, ça a dirigé certains éléments. Et j'ai beaucoup aimé ça parce que ça ajoute la richesse à ce qu'on partage, un peu plus de gaz. Dans les moments un peu plus difficiles. Donc, pour les gens qui nous écoutent pas en live ce soir, si vous avez aimé le balado, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous aider à le faire connaître autour de vous en parlant, en mettant des 5 étoiles, en nous suivant sur Twitch maintenant. Et on vous dit un grand merci de votre écoute. Abonnez-vous pour rien manquer. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.